Espace TV, le 22h. Assainissement de la ville de Conakry, j'aime ma ville et je la rends propre. L'achat de la flotte de 56 camions est effectué par le projet d'assainissement de Conakry, une initiative multilatérale de la Banque islamique de développement. La Banque islamique de développement et le LLF contribuent au financement du présent projet à hauteur de 54 millions de dollars des États-Unis à travers des subventions et un prêt accordé par la banque. Garantir un avenir plus sûr, plus sain et plus prospère à la population, la ministre du Plan et celui de l'assainissement souligne l'apport des partenaires. 20 000 foyers au moins bénéficient d'ici la fin du projet de ramassage régulier des déchets solides. Les habitants des communes de Matoto et de Ratoma sont protégés contre les inondations et leurs conséquences, notamment les pertes en vie humaine et en biens matériels. L'action des partenaires techniques et financiers en faveur du sous-secteur, dont principalement la Banque islamique de développement, le BID, l'Union européenne et l'Agence française de développement. Chacun de ces partenaires financiers finance aujourd'hui un projet identifié comme prioritaire dans la stratégie de professionnalisation. Ces 56 camions seront utilisés par l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique pour améliorer les conditions de santé et d'hygiène des populations. Cette flotte n'est pas la dernière, d'autres engins sont annoncés pour compléter les équipements de l'agence. On a des bulldozers, on a des porte-chars, on a beaucoup d'engins qui rentrent dans le cadre de l'assainissement. Mais qu'on n'a pas envoyé ici aujourd'hui, il y a d'autres qui sont déjà... on a fait la réception de certains, d'autres sont en cours d'arrivée. Une garantie de 2 ans est donnée. Il y aura l'achat de pièces après-vente, promettent les représentants de Renault Trucks. C'est la meilleure qualité, ce sont les mêmes camions que nous vendons en Europe, c'est important de le savoir, en termes d'efficacité, de consommation, de confort aussi pour les chauffeurs, j'en ai parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous, en termes de TGS Plus Industrie, représentant la marque distributeur en Guinée, nous assurons la garantie de la disponibilité des pièces, du service après-vente et de toute la suite que peut bénéficier ces camions-là dans le cadre de ce projet pour qu'ils restent toujours en état de marche normal. Dans les semaines ou mois à venir, l'utilisation de cette flotte pourrait commencer, rassurent les autorités. Partenaires avant de promettre une autonomie à toutes les directions afin qu'elles puissent produire plus de résultats. Alpha Condé est au micro de nos reporters. C'est pourquoi nous allons doter désormais de leur autonomie toutes les directions
chargé des différents services, que ce soit l'eau, que ce soit l'hydraulique, que ce soit d'autres directions. Car si vous donnez des contrats de performance aux gens, il faut leur permettre de travailler. Notre administration a de très mauvaises habitudes. Nous sommes lents. Les études ne se font pas vite. Ce n'est pas l'argent qui manque, c'est notre incapacité de faire rapidement les projets. Car non seulement les ministres eux-mêmes ne se donnent pas à fond à la tâche, mais ils ne contrôlent pas leur cadre. Donc j'ai dit désormais, chaque ministre qui donnera un dossier à un cadre, il doit lui donner un délai, et ce délai doit être respecté. Nous avons beaucoup de financements dans l'eau, nous avons beaucoup d'investissements dans les routes, mais ces financements sont retardés parce que les ministres ont été incapables de s'entendre pour désigner les membres de la commission chargée de financer les gens déguerpis. Du ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine, le programme des Nations Unies pour le développement en Guinée a organisé ce mercredi la revue annuelle 2020 et la planification 2021 entrant dans son programme pays. L'objectif visé est d'analyser ensemble avec tous les partenaires les résultats atteints au cours de l'année 2020 et définir les priorités pour 2021. Antoinette Dédé, Onivogui et Alouba pour les détails. Différents cadres de départements ministériels partenaires du programme des Nations Unies pour le développement, les partenaires de mise en œuvre et les représentants des bénéficiaires des interventions du PNUD se sont donné rendez-vous ce mercredi pour évaluer les progrès réalisés et planifier une meilleure approche collaborative pour l'avenir. Il faut qu'on sache ce qui a été fait parce que c'est des contribuables d'autres pays qui financent certaines activités chez nous. Donc on a une obligation de résultats pour leur expliquer où sont allées leurs ressources. Donc la revue aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qui a été prévu et qu'est-ce qui a été atteint. Dans son programme pays 2018-2022, le PNUD apporte son appui à différentes couches de la population nécessiteuse. Parmi celles-ci, les jeunes diplômés en manque d'emploi sont assistés afin d'amorcer leur autodéveloppement. Plusieurs autres initiatives sont soutenues. Pour 2021, nous allons continuer nos actions, les renforcer et donc s'assurer que nous pouvons donner le meilleur de l'expertise du système des Nations Unies pour permettre au gouvernement d'atteindre les objectifs de développement durable. Donc nous allons continuer à travailler sur la Covid évidemment, sur les crises sanitaires. L'apparition de la pandémie n'était pas prévue pendant l'année 2020. Elle va obliger donc les Nations Unies à réorganiser la programmation et la planification afin d'accompagner le pays dans ses efforts de développement durable. Aujourd'hui, nous allons faire une revue exhaustive. Nous allons passer en revue chacune des interventions, chacun des résultats obtenus avec des éléments très concrets, des indicateurs concrets pour voir si nous avons progressé dans nos interventions, si certains indicateurs n'ont pas pu être atteints et qu'est-ce qu'il faut faire pour les atteindre. Pour cette avant-dernière année du cycle du PNUD, un montant de 61 millions de dollars est planifié pour la mise en exécution des besoins identifiés. 13e session ce mercredi du comité d'orientation stratégique du projet Bossège, un projet qui a été initié par le gouvernement guinéen avec un financement de la Banque mondiale. Il vise à améliorer la qualité de la formation et son adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Cette 13e session du comité d'orientation stratégique était axée sur la présentation des résultats de l'année 2020. Il a aussi été question des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre. Ali Badara Kamara commente les images de nos confrères de Joma TV. En Guinée, environ 60% des jeunes dont l'âge varie entre 15 à 24 ans sont économiquement inactifs. Une situation qui, selon le comité du projet Bossège, pourrait bien s'expliquer par des problèmes de gouvernance dont souffre le secteur de l'enseignement préuniversitaire, supérieur et de la formation professionnelle et technique. D'où la nécessité de ce projet qui vise à booster les compétences afin de favoriser l'employabilité des jeunes en Guinée. Dans cette 13e session du comité d'orientation stratégique, il a été question de faire une présentation du rapport provisoire annuel du projet.
Un rapport dans lequel le poids de la crise sanitaire est ressenti. Avec le contexte Covid, on doit placer des jeunes en entreprise. Mais aujourd'hui, personne ne reçoit comme ça un stagiaire. Il y a des entreprises qui sont fermées. Pas fermées, où les gens travaillent en télétravail. Donc c'est une difficulté de placer les jeunes dans ces entreprises. Ça, c'est une autre difficulté. Cette 13e session marque la première de la nouvelle ministre du département de la jeunesse et emploi jeune. Assiatou Baldé se dit impressionné par les différentes recommandations de la présente session. Les travaux se sont bien passés et surtout des discussions fructueuses et des recommandations pertinentes ont été faites par rapport à la mise en œuvre du projet, mais surtout par rapport à la pérennisation du projet. Depuis la mise en place du projet, plusieurs recommandations ont été faites par les bailleurs de fonds dans le cadre de l'adaptabilité entre l'emploi et la formation. Mais juste là, ces recommandations peinent à se réaliser, déplore l'ancienne ministre du Tourisme en Guinée. Il suffit qu'il y ait une volonté politique avérée et que notre administration accepte d'être une administration de participation effective à l'épanouissement de la vie économique et sociale du pays pour que nous puissions mettre en place ces conseils d'administration qui vont pouvoir avoir un regard sur la gouvernance de nos établissements et de nos universités. Ça, c'est extrêmement important. À la fin de la rencontre, les participants ont fait des recommandations pour l'atteinte des objectifs. Des recommandations qui seront prises en compte selon la ministre de la Jeunesse. Des cadres du ministère de l'Énergie, des responsables DDG et les autorités de l'ambassade de France ont visité ce mercredi le chantier du projet de réhabilitation et d'extension des réseaux de transport et de distribution d'électricité de Conakry. C'est un projet qui permettra d'apporter de l'énergie à près de 100 000 foyers dans les zones d'Ansoumania et Kagbélé. Ainsi, plus de 500 000 personnes bénéficieront d'accès sécurisé à l'électricité. La fin des travaux est prévue pour 2023. Le projet est financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne. Alseni Bari, Mohamed Alousseni Kamara. Première étape, la base logistique de Sanoya. Ici sont stockés les transformateurs, les câbles électriques et les poteaux. Au total, ce sont 23 000 poteaux, des câbles de distribution et près de 100 000 compteurs qui devront être installés sur la zone Ansoumania à Kabylie. L'objectif est de réhabiliter, mais aussi étendre les réseaux de transport et de distribution d'électricité dans la zone. Sans électricité, il n'y a pas de développement socio-économique envisageable. Apporter l'électricité dans un quartier, ce n'est pas seulement y raccorder les foyers au réseau. Apporter l'électricité, c'est aussi permettre à la nuit tombée aux habitants de ce quartier de continuer leurs activités et surtout aux jeunes d'étudier. Apporter l'électricité, c'est permettre un meilleur accès à l'information, ainsi que la création et le développement d'activités génératrices de revenus. Ce projet est financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne à hauteur de 75 millions d'euros. Il permettra d'offrir un accès sécurisé et fiable à l'électricité à 100 000 foyers, dont 500 000 personnes, mais aussi aux usines. Aujourd'hui, la première phase de la partie distribution a coûté dans l'ordre de 30 millions. Et progresser physiquement jusqu'à la hauteur de 65%. La partie poste qui vaut à peu près 11 millions est aussi réalisée à la hauteur de 15%. Donc les travaux sont en cours. Si tout se passe bien, malgré les difficultés reliées à la COVID-19, donc si la cadence se maintient, nous espérons que d'ici 2023, cette phase du projet va finir et puis on va continuer à évoluer sur d'autres zones. Après la visite des postes de Sanoya et de Yataya Foulamadina, le secrétaire général du ministère de l'Énergie se dit satisfait et invite les populations à veiller à la sécurité des équipements, surtout les compteurs. J'insiste sur les compteurs parce que pour que tout ce qu'on nous fait aujourd'hui soit remboursé, il faut que chacun prenne conscience que tout ce qu'il est en train de faire, c'est fait pour nous, pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Il ne faut pas que maintenant, il y ait des vandalismes sur ces équipements. Il y a de l'empêchement sur ce travail.
Le secrétaire général rassure que ces projets s'étendront aux autres villes du pays. Les travaux démarreront dans les prochains jours. L'axe Conakry-Ankara se renforce. La police guinéenne vient d'être dotée des équipements. Pas seulement, la Turquie a mis à profit son savoir dans le cadre de la formation des agents durant plusieurs mois à l'École nationale de police à Kagbele. Cette initiative vient renforcer le programme de réforme du secteur de défense et de sécurité amorcé par le chef de l'État Alpha Condé depuis mars 2011. Djibril Ba, Aliouba. La relation turco-guinéenne ne date pas d'aujourd'hui. Les deux pays entendent renforcer leur coopération. À l'École nationale de police située à Kagbele, elle se matérialise par le renforcement des capacités des agents et en dotation en équipement. Les bénéficiaires mesurent la portée du geste. L'École nationale de police et de protection civile est désormais dotée d'un précieux outil de travail plus moderne et plus fonctionnel. Une salle de fitness à la hauteur des ambitions et objectifs que notre institution, ETICA, s'était assignée. La Turquie veut intensifier sa coopération avec la Guinée par le biais de l'agence TICA. Cet élan est toutefois freiné par le contexte sanitaire, regrette son représentant. On avait fait venir des formateurs pour les agents de la police. Malheureusement, à cause du coronavirus, on a prolongé la remise des certificats. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes là pour le faire. L'école nationale de police prend une proportion importante. À ce stade, le département veut l'ériger en académie ou en institut des sciences policières. Le creuset de la police, de la protection civile, c'est cette école nationale de police et de protection civile qui est aujourd'hui dans deux centres, Kagbele et Kafilia. Le besoin de formation aujourd'hui, on n'a pas besoin de le dire. Il n'y a pas un bon policier, on n'est pas un bon policier si on n'a pas de bonne formation. La Guinée est ainsi honorée. Disposer d'un tel centre d'apprentissage est un symbole pour les bénéficiaires. La Confédération nationale des acteurs du secteur socio-professionnel de l'élevage en Guinée a animé ce mercredi le forum de présentation du plan stratégique de développement. Des débats autour de la thématique présentée, la dynamique de l'organisationnel et l'orientation stratégique et relations professionnelles avec les fêtières nationales du domaine rural en termes d'actions menées et perspectives ont été aussi évoquées. Mohamed Valek Touré, Ibrahim Assouma. Faire de l'élevage guinéen la référence du sous-secteur en Afrique de l'Ouest, assurer la défense des intérêts des membres en garantissant la promotion économique dans une dynamique d'interdépendance organisationnelle des filières, ce sont entre autres sujets débattus lors du forum de présentation du plan stratégique de développement de la CONASEG. Les enjeux et défis liés à l'organisation ont été à l'ordre du jour. Nous fondons espoir que ce document, qui est un outil conventionnel d'orientation, de planification et de programmation des axes stratégiques pour la mise en œuvre des différentes interventions, permettra d'assurer la cohérence entre la vision de la CONASEG et le renforcement des capacités des fêtières d'OPE intermédiaires de base et de leurs membres afin qu'ils jouent efficacement leur rôle d'acteurs de bonne gouvernance et de développement durable. En tant que fêtière nationale des organisations professionnelles du secteur de l'élevage, la CONASEG est l'émanation des différentes fédérations centrées sur les filières comme la filière avicole, bétail-viande, filière lait et porcicole. Ces acteurs entendent appuyer l'amélioration de la gouvernance des filières pour mieux promouvoir la compétitivité et la diversité du secteur de l'élevage pourvoyeur de la croissance économique. Avec cet atelier, vous abordez aujourd'hui une phase extrêmement importante qui définira votre contribution au dispositif stratégique global, à savoir évoluer conformément à un plan stratégique de développement. Dans le but de rompre avec les pratiques anciennes et illicites, la CONASEG vient de se doter d'un plan stratégique de développement PSD Vision 2025. Elle représente 176 804 éleveurs, dont 3 443 femmes, 41 674 hommes, 131 687 jeunes qui vivent essentiellement de l'élevage. C'est de mieux organiser le secteur de l'élevage, de mieux professionnaliser les éleveurs, qu'on ait vraiment des éleveurs qui sont
de véritables professionnels qui vivent du métier de l'élevage sur toutes les chaînes de valeur de l'élevage. Donc la finalité, c'est pour créer de la richesse pour les éleveurs et contribuer énormément à l'autosuffisance alimentaire en Guinée. C'est parti à Conakry pour la semaine commerciale d'exposition de vente des produits locaux fabriqués par des centres d'autonomisation et groupements féminins. L'initiative est du ministère des Droits et de l'autonomisation des femmes. Elle consiste à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Malik Sengana Kamara, Aboubakar Din Kamara. Au pied du monument du 22 novembre sous l'esplanade du Palais du Peuple, des produits locaux sont exposés destinés à la vente. Ce 31 mars marque le lancement de la semaine commerciale d'exposition de ces produits de consommation et de parieurs. Jusqu'au 6 avril, des centres d'autonomisation et des groupements féminins qui ont pris part à ce rendez-vous auront l'occasion de faire valoir davantage leur savoir-faire. Il est important que soit mis en lumière ce génie créatif, ce savoir-faire des femmes. Il y a du potentiel. Nous sommes vraiment encouragés. Et nous envisageons soutenir et promouvoir l'entrepreneuriat féminin afin de faire régresser progressivement la pauvreté. Pourquoi pas? Parce que les femmes sont dans leur grande majorité exposées à la précarité et à la pauvreté. Si les femmes sont encouragées ou accompagnées à être de véritables actrices de développement, ce serait en faveur de notre essor économique. Je vous remercie. Ici, on y trouve des produits naturels aux goûts spéciaux adaptés à l'état de santé du consommateur. Nous avons le sirop de gingembre, le ginkao, la poudre de gingembre, le chips. Nous avons du fonio pré-cuit et du fonio lavé simple, du sumbara et autres. Cette initiative, une satisfaction pour les visiteurs, mais aussi pour les promotrices de ces produits locaux qui cherchent à s'affirmer à travers leur talent. Et je suis très impressionné par ce que j'ai vu aujourd'hui. Et je crois que cela nous encourage à poursuivre tous les programmes qui sont faits pour l'entrepreneuriat féminin. Améliorer le statut socio-économique de la femme et réduire la pauvreté en développant l'entrepreneuriat féminin. C'est cet objectif que se fixe la ministre des Droits et de l'autonomisation des femmes. Et à marge de la clôture du mois de la femme, la commission Femmes et Sport du Comité national olympique et sportif guinéen a célébré Aminata Mara. Aminata Mara qui a été récemment réélue au comité directeur de la Confédération africaine du cyclisme. Une manière pour les femmes évoluant dans le sport de saluer la promotion, le mérite de la femme et inciter les autres à s'inspirer des modèles. C'est un reportage de Mamadou Boyeba et Yacouba Traoré rendu en studio par Mamadou Bouléré Diallo. La Confédération africaine du cyclisme a renouvelé sa confiance à Aminata Mara, présidente de la Fédération guinéenne du cyclisme. Elle est à nouveau chargée de la promotion du cyclisme féminin sur le continent pour les 4 prochaines années. Pas étonnant pour la présidente de la commission Femmes et Sport du Comité national olympique et sportif guinéen. Elle a redoré le blason du cyclisme guinéen à travers la formation des encadreurs techniques, l'organisation des séminaires, des tours cyclistes de la Haute-Guinée, Tour de Guinée, la participation aux Jeux de la francophonie, la participation aux Jeux africains à Rabat et puis la participation aux différents tours qui s'organisent au niveau de nos pays voisins. Au cours de son premier mandat à la Confédération, elle a initié plusieurs projets pour le développement du cyclisme. C'est pour cette raison qu'elle a été reconduite, s'est-elle félicitée. L'Afrique a eu confiance à la Guinée parce que vraiment nous sommes en train de travailler sur le cyclisme féminin en Afrique. Avant, on qualifiait la Guinée de petit pays en matière de cyclisme. Mais aujourd'hui, la Guinée, avec ce que nous sommes en train de faire, la Guinée est, je ne dis pas avec les grands pays, mais vraiment on ne traite plus de la Guinée d'un petit pays. Les ambitions sont grandes et nombreuses. Pour Aminata Mara, plusieurs activités étaient prévues depuis l'année dernière, mais la pandémie à coronavirus a tout perturbé. On se préparait pour lancer la 2e édition du Grand Prix de la Première Dame et après il y a eu ces mesures
de Covid. Donc c'est ce qui nous a empêchés. Ces genres de récompenses sont faites pour inciter les autres femmes à s'inspirer des modèles de réussite pour intégrer les instances internationales du sport, selon les organisatrices. Les activités de la stratégie de financement basée sur les résultats ont été officiellement lancées ce samedi dans la Cité des Agrumes. Cette cérémonie qui a eu lieu au gouvernorat de Kindia précisément a connu la participation de plusieurs autorités sanitaires de la région. L'objectif visé est l'amélioration de la performance du système de santé, notamment la santé maternelle, néonatale et infantile. Aboubakar Silla. Elle se situe dans le cadre de la poursuite des activités du financement basées sur les résultats et ce, conformément au plan d'action opérationnel. C'est une initiative du ministère de la Santé à travers la cellule technique nationale de financement basée sur les résultats. C'est un projet de renforcement des services et des capacités sanitaires. Qu'est-ce que nous visons à travers ça? C'est l'amélioration de la performance de notre système de santé. Il s'agit spécifiquement, comme il a dit, d'augmenter l'utilisation de nos services de santé, d'améliorer la qualité des soins, assurer l'équité dans l'accès des soins et de services de santé à toute la population. C'est dans les locaux du gouvernement de Kindia que les activités de cette stratégie de financement basée sur les résultats ont été officiellement lancées ce samedi en présence de plusieurs autorités sanitaires. Que les gens produisent la quantité, on a mis des critères de qualité pour que si les enfants sont vaccinés, qu'on sache exactement est-ce qu'ils ont été vaccinés au moment qu'il faut, avec la qualité du vaccin qu'il faut et avec la technique requise. En Guinée, la première phase de cette stratégie de financement basée sur les résultats a été expérimentée pour la première fois dans la préfecture de Mamou entre 2016 et 2018. Cette phase pilote a connu un réel succès. Un succès qui a permis tout de même à la Guinée d'obtenir du groupe de la Banque mondiale un accord de financement pour couvrir les régions de Kankan et de Kindia. Les 2 districts de Kindia, sur les 5 en première position, c'est-à-dire Dubreka et Télimélé, plus la direction régionale de la santé, sont dans ce cadre-là les structures contractuelles avec l'ACV. L'objectif de cette stratégie de financement basée sur les résultats est l'amélioration de la performance du système de santé, notamment sur la santé maternelle, néonatale et infantile. Une approche du ministère de la Santé qui vise à payer les résultats basés sur la contractualisation. On ne veut plus donner les moyens aux structures de réaliser les activités. On veut plutôt acheter les résultats qu'ils ont produits. Mais cela doit être basé sur la contractualisation. Ils contractualisent avec une agence. Au cours de cette cérémonie de lancement, des signatures des accords entre la cellule technique nationale du financement basée sur les résultats et la direction régionale de la santé de Kindia, mais aussi entre la même cellule et les ACV, ainsi que la remise des engins ont eu lieu dans la foulée. Je suis très content de recevoir cette moto. C'est une moto qui m'a été offerte par l'antenne régionale. Et je compte vraiment réaliser les activités comme ça se doit, qui n'est autre que faire le coaching auprès des prestataires de soins et en même temps faire les vérifications dans la communauté. L'université Nongo Conakry est accréditée dans l'enseignement de ces 7 programmes après évaluation de l'autorité nationale d'assurance qualité. Ces attestations d'accréditation ont été remises aux différents chefs de département de la dite université. C'était donc ce mercredi à l'occasion d'une cérémonie qui a réuni l'administration de l'institution ainsi que des étudiants. Compte rendu, Djenedemba Koulibaly, Abdoulaye Kamar. 7 programmes ont été soumis à l'évaluation de l'autorité nationale d'assurance qualité par l'université Nongo Conakry. Tout a été validé et le staff d'encadrement se frotte bien les mains. Cette institution d'enseignement supérieur privé a répondu à toutes les exigences et critères d'accréditation des évaluateurs. Les programmes concernés sont entre autres génie informatique et télécommunications, droit, banque et assurance, administration des affaires, économie, sciences comptables et sciences politiques. Le fondateur a saisi l'occasion pour remercier l'ensemble des encadreurs pour le travail effectué sur le terrain. Nous avons bénéficié d'un projet de l'AIF, l'Agence universelle de la francophonie, pour la mise en place de cette qualité assurance. Donc on a été formaté par rapport à ça. Il y a une formation parallèle qui s'est effectuée. Et l'ensemble de nos personnels, ils savent parfaitement c'est quoi vraiment la qualité assurance. Donc c'est devenu vraiment un jeu pour nous maintenant à l'UNC. Parce que vraiment, au vu d'un programme, nous devons vraiment
en un temps record quand même monté un bon programme grâce vraiment aux outils vraiment qu'ils ont reçus par ces experts évaluateurs. Pour le recteur, c'est grâce à la compétence et à la disponibilité des encadreurs qu'ils sont parvenus à ce succès. Cette évaluation est permanente. Il faut que chaque année, chaque jour presque, chaque fois qu'on jette un coup d'œil sur ce que nous sommes en train de faire pour nous remettre en question afin d'améliorer nos performances. Parce que vous avez vu la procédure, elle est très prenante. Ce chef de département sait au nom de ses collaborateurs, dit fier d'appartenir à l'université Nongo Conakry. C'est la compréhension du référentiel d'accréditation des programmes qui a été soumis par l'ANAC. Donc la première des choses, vous ne pouvez pas auto-évaluer votre programme si vous ne connaissez pas le référentiel qui doit servir à auto-évaluer votre programme. Donc on a pris le temps de comprendre ce référentiel et élaborer nos rapports en fonction de ce référentiel. Donc on a collecté le maximum de documents de preuve pour vraiment prouver tout ce que nous avons dit dans le rapport, que ça correspond à la réalité. Créée depuis 2007, l'université Nongo Conakry compte à ce jour 12 départements pour un effectif d'environ 2000 étudiants. La migration régulière coûte moins cher, elle préserve l'intégrité physique et morale des migrants et sauve des vies. Ceux qui empruntent cette voie vivent légalement dans leur pays d'accueil. Ils développent des activités génératrices de revenus, participent au développement du pays d'accueil et leur pays d'origine. Mamadou Kalissou et Lami Silla signent ce grand reportage. Oumar Bari, la trentaine, est doctorant en sciences politiques à l'Université de Lyon. Il est passé par Campus France, une opportunité offerte aux jeunes Africains pour poursuivre leurs études dans l'Hexagone. Il a commencé les démarches avec une somme d'1 500 000 francs guinéens. Au bout d'une année, il obtient le visa. À Lyon, pratiquement, on a une association des étudiants guinéens de Lyon, très dynamique, qui accueille les étudiants étrangers, qui les accompagne en matière de recherche de logement, en matière d'inscription administrative, en matière même de recherche de job d'étudiants. Un mois après, il faut se rendre à la préfecture pour chercher un titre de séjour. Ce papier qui permet aux étudiants étrangers d'avoir une carte d'étudiant et l'assurance maladie. À présent, Oumar peut alterner cours et job d'étudiant. Oui, effectivement, chaque personne qui travaille régulièrement et légalement en France paye des taxes. Il y a une retenue à la source automatique de l'ordre de 30%, comme ça, sur votre salaire. Donc, un étudiant sur votre visa, c'est marqué, vous ne travaillez que la moitié du temps normal de travail, c'est-à-dire à peu près 15 heures la semaine, 4 heures le jour. Et ce qui vous fait à peine 800 € le mois. Et sur 900 €, on peut vous faire une retenue à la source de l'ordre de 200 €. Ces jeunes doctorants invitent les candidats à la migration d'utiliser des voies légales. Pour moi, le meilleur moyen de voyager, c'est de passer par un moyen régulier, à travers une bourse, à travers Campus France, à travers Campus Canada, à travers des bourses comme Fulbright aux États-Unis. Il y a énormément de possibilités qui sont offertes à des jeunes pour voyager. Certainement, l'information n'est pas souvent accessible sur ces opportunités, mais c'est de les diffuser. Il y a énormément d'opportunités qui vous permettent de voyager, d'arriver légalement dans ces pays, de se faire respecter, puisque c'est une question de dignité aussi humaine lorsque vous avez des papiers. La migration se passe également à l'intérieur des continents. Elle serait d'ailleurs la plus importante. Dans l'espace CEDEAO, par exemple, la libre circulation des personnes et de leurs biens est admise. Mamadou Babala est malien. Il vit en Guinée depuis 25 ans et a franchi aujourd'hui toutes les étapes dans le commerce du bassin. Je vendais les tissus jusqu'à un moment, j'ai changé les magasins, je suis venu dans l'artisanat, c'est qu'on dit Baïfal. Presque j'étais le roi des Baïfal. Par exemple, à l'époque, les jeunes portaient que des Baïfal, les chaussures du Sénégal, et que je partais à Dakar, j'avais ma boutique, peut-être tout Conakry connaît, qui était à côté des stations Total qu'on vient de casser. Et là, je fais presque 7 ans que je vends des Baïfal. Des Baïfal que j'ai quittés. Je suis revenu dans les bassins, j'ai poussé les bassins jusqu'à certains nouveaux. Quelques années de réussite dans le secteur, il envoie sa femme en Guinée.
C'est elle aujourd'hui qui gère sa boutique. Un apport de plus qui permet à Babala d'étendre son influence sur le sol guinéen et de s'aventurer dans les microfinances. Il a aussi des champs d'Akazu à Dubreka et à Fourekaria. Il faut le souligner, tout ou presque tout lui réussit en Guinée. Et je m'en sors bien avec ma famille. Pour vous dire, moi, la Guinée m'a bien accueilli. Parce que pour rester là, jusqu'à là où je vous ai dit, ça suffit juste que je sois à mon jeune âge, je sois la responsable de tous les Maliens. Ça suffit, c'est une grande marque. Et j'ai des amis ministres ici, j'ai des amis juges, j'ai des amis procureurs. Le business se passe bien, j'ai des employés, je m'occupe bien de ma famille, je puisse s'occuper de ma famille de l'autre côté du Mali. Seul au départ, aujourd'hui, il est avec sa femme et leurs 5 enfants. Bientôt, ces ressortissants maliens qui se sentent chez eux en Guinée vont déménager dans leur villa à la Belle Vue. En plus des impôts et taxes qu'ils payent à l'État, ils emploient aussi des Guinéens. Ça se passe bien avec les clientèles, c'est meilleur, c'est bon, ça va. Avec la patronne aussi, ça va. Maintenant, on est conformisé, tout le monde est devenu guinéen, tout le monde est devenu malien. Actuellement, plus de 6 000 Maliens sont répertoriés en Guinée. Selon la Banque mondiale, les fonds rapatriés par la diaspora africaine avoisinent les 550 milliards de dollars américains en 2019, soit plus du triple de l'aide publique au développement. Le journal Le Monde titre « La diaspora est devenue le bailleur de fonds le plus fiable, l'indispensable argent des migrants ». Voilà donc ce qui met fin à cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction, mais aussi à l'équipe technique du jour. Portez-vous bien, on se retrouve demain.